Alors, bienvenue à tous, merci d'être là pour cette dernière conférence de la journée. Donc une conférence placée sous le signe de la philosophie. L'idée de cette conférence, donc, c'est de s'interroger sur la place qu'ont les faits dans notre société aujourd'hui, et notamment à l'ère de la post-vérité. Alors pour discuter de cette thématique, il y a à mes côtés Alain Cambier, donc vous êtes docteur en philosophie, chercheur à l'Université de Lille, chargé de cours à Sciences Po et auteur de ce livre, Philosophie de la post-vérité. Et à ma gauche, Rémi Banet, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà de conférences ultérieures. Donc Rémi, vous êtes journaliste à l'AFP à Paris et à la cellule réseaux sociaux fact-checking. Alors pour commencer, je pense qu'il est important de définir ce concept de post-vérité. C'est un mot un peu fourre-tout et surtout qu'on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui. Alors que met-on vraiment derrière ce concept de post-vérité, Alain Cambier ? Eh bien, d'abord c'est une notion qui est à la mode, qui nous vient des États-Unis, qui est apparue la première occurrence en 92 avec Steve Tessick et qui s'est imposée surtout dans les années 2000. La post-vérité, c'est finalement cette idée que l'ère de la vérité serait dépassée, qu'il y aurait en quelque sorte que le temps de la discrimination entre le vrai et le faux serait obsolète, périmé, et que le règne du relativisme désormais serait justifié. En fait, par post-vérité, il faut entendre surtout le triomphe de ce qu'on appelle le wishful thinking, c'est-à-dire penser selon ses vœux uniquement, penser selon ses souhaits, c'est-à-dire non pas croire ce que l'on voit, mais plutôt voir ce que l'on croit, vouloir voir ce que l'on veut croire avant tout. Le wishful thinking, c'est en quelque sorte configurer ses croyances sur le patron de ses désirs uniquement, sur les patrons de ses souhaits. Et en ce sens, c'est faire fi de tout critère d'objectivité. Si on veut faire court. Très bien, je pense que c'était assez clair. J'aimerais rebondir quand même 2 minutes sur le concept de vérité, parce que, ok, on parle de post-vérité, mais dans la conférence d'avant, et je pense que ça fait partie du quotidien des journalistes, on expliquait bien que le journaliste, sa vocation, c'est d'aller chercher la vérité. Mais pour vous, la vérité, c'est déjà quelque chose de complexe et d'assez fragile. Voilà. Il y a une vulnérabilité de la vérité humaine. Je parle surtout de la vérité humaine, c'est-à-dire qu'on peut effectivement croire qu'il y a des vérités absolues, mais qui ne viennent pas dans ce cas-là de l'être humain. Par exemple, les croyants vont penser que la Bible, c'est la parole de Dieu, et dans ce cas-là, c'est considéré comme une vérité absolue. En revanche, en science et dans le domaine judiciaire également, en ce qui concerne la condition humaine, proprement dite, nous avons affaire à ce qu'on appelle des vérités rectifiables, des vérités probables, des vérités donc autorectifiables, réaménageables, ce qu'on appelle la verisimilitude. La verisimilitude, c'est-à-dire que justement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité, mais que finalement, en science, nous mettons au jour des faisceaux d'indices qui nous permettent donc de nous orienter dans l'existence, etc. Dans le domaine du droit, effectivement, avant le tribunal, eh bien, la police scientifique, l'enquête judiciaire met au jour des faisceaux d'indices, donc des preuves, des faisceaux de preuves, et d'une certaine façon, mais en science, il n'y a jamais de vérité absolue, justement, parce que c'est le domaine de la vérité humaine, et que c'est l'être humain qui en est l'auteur, qui en est donc le producteur. Si bien que, prenons un exemple très simple, l'homme de science va établir une corrélation entre le soda et l'obésité, ça ne veut pas dire qu'à 100%, la cause de l'obésité vienne du soda, loin de là. Ou bien on va établir une relation de cause à effet entre le tabagisme et le cancer, ça ne veut pas dire qu'à 100%, donc le cancer serait dû au tabagisme et qu'inversement, le tabagisme produirait nécessairement le cancer. Donc,
le domaine des vérités scientifiques, c'est ce qu'on appelle, c'est Karl Popper qui dit cela en reprenant des termes qui viennent de loin, c'est le domaine de la vérisimilitude, des vérités partielles qui peuvent être réaménagées, qui sont malgré tout donc corroborées, mais qui sont susceptibles de recevoir parfois des rectifications, etc. Et évidemment, le partisan de la vérité absolue peut considérer que ces vérités partielles ne lui suffisent pas et il va remettre systématiquement en doute donc les vérités scientifiques. Et c'est en ce sens-là que la post-vérité émerge, puisque au nom d'une défiance généralisée, d'une méfiance généralisée, effectivement, on va remettre en question toutes les vérités partielles qui ont été établies et on va considérer qu'il faut se fier à d'autres critères. Mais alors, dans ce contexte, finalement, quel est le rapport au fait des activistes de la post-vérité? Est-ce que finalement on peut dire que les activistes de la post-vérité sont des menteurs ou alors est-ce qu'ils sont plutôt indifférents à la vérité? Quel est leur rapport à la vérité et aux faits? Non, je ne crois pas qu'il faille assimiler justement les partisans de la post-vérité avec les menteurs. Le menteur et l'homme qui cherche à dire le vrai partagent au moins le même souci, enfin la même exigence qui est de connaître la vérité. De connaître la vérité, c'est-à-dire que le menteur ment, mais il connaît la vérité. Tout comme celui qui dit la vérité et la connaît évidemment. En revanche, justement, le partisan de la post-vérité, c'est quelqu'un qui va dénier qu'il puisse y avoir une vérité possible et qui va même dénier le principe de réalité. Hein, c'est-à-dire, j'ai parlé du wishful thinking tout à l'heure, c'est-à-dire croire selon ses souhaits, c'est en quelque sorte celui qui va se réclamer du principe du plaisir, c'est-à-dire à l'encontre du principe de réalité. Et en ce sens, c'est-à-dire croire en ce qui me plaît, avant tout, en ce qui, selon mon intérêt propre. Et en ce sens, c'est pas par hasard si les partisans de la post-vérité sont la plupart du temps des négationnistes, c'est-à-dire des gens qui vont remettre en question les vérités de fait. Donc il n'y a pas de différence entre négationnistes et partisans de la post-vérité? Il n'y a pas de si. Disons qu'il y a des différences de degrés, pourrait-on dire. Mais effectivement, il y a une forme de nihilisme à chaque fois, un nihilisme cognitif, puisqu'on remet en question les standards épistémiques pour établir des vérités, un nihilisme éthique aussi, et un nihilisme finalement vis-à-vis du réel lui-même. Il y a tout un phénomène une volonté de déréalisation. Hein, Et est-ce qu'on peut parler de la post-vérité comme un phénomène nouveau dans notre société? On l'a dit au départ, hein, on en parle beaucoup ces derniers temps. Oui. Est-ce que c'est un phénomène qui date, et on en parlera après, hein, de l'apparition des réseaux sociaux, ou alors est-ce que, à travers l'histoire, est-ce que la rumeur dans l'Antiquité, par exemple, ou même voilà, dans les périodes passées, est-ce qu'il n'y avait pas on ne pouvait pas déjà parler de post-vérité? Déjà, dans mon ouvrage, je donne à ce problème de la post-vérité, je renvoie ça à ce qu'on appelle le complexe de Jocaste, au sens où je fais référence à la tragédie de Sophocle, ou Oedipe roi, où on voit Oedipe qui cherche à trouver par une enquête serrée les causes de la calamité qui s'est abattue sur la ville de Thèbes et qui est liée à son mariage incestueux. Et à l'inverse, on voit Jocaste, donc sa femme et qui est en même temps sa mère, qui fait tout pour ne pas savoir, pour ralentir l'enquête, pour refuser les témoignages, etc. Et il y a un terme grec qui revient, médène, c'est-à-dire non, ce n'est rien, dit-elle. Il n'y a rien. Donc, cette dénégation, c'est typiquement, me semble-t-il, le propre des partisans de la post-vérité. Alors, c'est un terme, c'est quelque chose de nouveau au sens où c'est lié à ce qu'on appelle, et l'expression vient aussi des États-Unis, de la société post-moderne, c'est-à-dire une société post-moderne où règne l'individualisme exacerbé, où règne le relativisme, le cynisme,
Et d'une certaine façon, la post-vérité, c'est effectivement ce que j'essaye de montrer. Donc, c'est finalement colporter à l'époque postmoderne une vision finalement pré-moderne, fondée sur la rumeur, l'intolérance, le fanatisme, etc. Donc c'est à la fois quelque chose de nouveau, surtout peut-être parce qu'on va en parler grâce au TIC, mais c'est en même temps une involution, une régression par rapport, c'est la nouvelle forme de l'obscurantisme aujourd'hui, au XXIe siècle, ça me semble-t-il, la nouvelle forme de l'obscurantisme est liée à des intérêts souvent idéologiques, qu'ils soient politiques ou religieux. Oui, et qui peut impliquer aussi une certaine violence, finalement, qui peut justifier une certaine violence dans la volonté à tout prix de convaincre... Ah oui, oui. Donc, effectivement, bon, là, on va peut-être rentrer déjà, et c'est pour cette raison que le fact-checking ne me semble pas, bon, j'anticipe pas suffisant, mais il y a dans l'attitude des partisans de la post-vérité une véritable volonté de dénégation. C'est pas simplement quelqu'un qui se trompe, justement. C'est pas quelqu'un qui simplement ment. Non, il y a une volonté véritablement de dénégation. Si je dis, par exemple, je crois qu'il pleut, quelqu'un, vous pouvez dire, par exemple, Leïla, je crois qu'il ne pleut pas. Et entre nous deux, on va vérifier par toute une série d'observations si l'un de nous deux a tort ou a raison. Tandis que le partisan de la post-vérité, c'est que lorsqu'il pleut, va dire « je ne crois pas qu'il pleut ». Je ne crois pas qu'il pleut. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de dénier ce que j'ai repris un terme de Bertrand Russell, la discroyance, une volonté d'introduire le doute, la discroyance, donc pour poursuivre justement des intérêts, mais de manière violente, c'est-à-dire faire comme s'il n'y avait pas de réalité objective qui pourrait servir de repère, et simplement transformer l'agora, en quelque sorte, en guerre des opinions, en guerre des dieux, comme s'il n'y avait simplement c'est l'arrogance qui primerait avant tout, plutôt que de se référer à un référent objectif, justement, et d'une certaine façon, si on veut prendre des exemples aujourd'hui, bien entendu, Donald Trump est un exemple typique de cette attitude et des conséquences que cela peut entraîner vis-à-vis des institutions américaines, etc. Avec en toile de fond, vous dites... dans notre société contemporaine, finalement, le triomphe du plaisir sur la vérité. C'est aussi ce que dit Myriam Revaud-Dallon sur justement un peu ce plaisir coupable à écouter, même inconscient finalement, plaisir coupable inconscient d'écouter des mensonges et de les prendre pour soi. Oui, enfin, le plaisir, c'est surtout le plaisir de configurer ses croyances selon ses désirs, de faire comme si le monde n'était que la projection de ses fantasmes. C'est surtout en cela que je parle justement de triomphe du principe de plaisir sur le principe de réalité. Mais je ne crois pas que ce soit inconscient, justement. Je crois qu'il y a une volonté... Bon, le partisan de la post-vérité, par exemple, il va souvent se référer, non pas à la vérité, puisqu'il la remet en question, mais à l'authenticité, à la notion d'authenticité. Il va dire, à moi, on ne me la fait pas, c'est-à-dire que c'est son authenticité, ou bien son franc-parler, la parésia, donc en grec, le franc-parler, qui va primer en disant je parle sans filtre, etc. Je parle, mais en réalité, donc, il y a là une volonté d'imposer cyniquement un point de vue et au détriment de tout critère objectif. Donc c'est en ce sens que ça ne me semble pas inconscient, c'est surtout parce qu'il n'est pas question de critiquer le fait de croire au Père Noël pour les enfants, ça n'a rien à voir. On a le droit de rêver, etc.
tandis que le partisan de la post-vérité va s'attaquer au fondement du rationalisme, va s'attaquer aux acquis scientifiques. Par exemple, sur les réseaux sociaux, on va en reparler peut-être, mais les platistes, donc, ont un regain d'actualité. Ils vont faire... Et au nom de l'authenticité, parce qu'ils font en quelque sorte de leur opinion la nouvelle expression oraculaire, la nouvelle conception oraculaire. C'est moi qui le dis, je le dis sans phare, etc. Je le crois parce que je m'en tiens à mes impressions sensorielles. Effectivement, si on s'en tient, il y a donc cette régression, si on s'en tient à ces impressions sensorielles, on a l'impression que la Terre est plate, on a l'impression que du géocentrisme, on va dire qu'effectivement c'est le Soleil qui tourne autour de nous, etc. Donc, au nom de l'authenticité, il y a une véritable régression, et surtout, mais c'est là où c'est beaucoup plus grave, c'est surtout au nom aussi de ces affects, de ces passions, de ces affects. En quelque sorte, l'entendement est contaminé par les affects, et ce sont les affects qui parlent, qui s'expriment au détriment de l'entendement réfléchi. En quelque sorte, le diamant des arguments fait place au plomb des opinions. Et en ce sens, il y a bien une régression, et le problème des affects, c'est qu'il y a véritablement l'expression d'une volonté, d'un désir, et l'expression d'un désir au sens où, il faut rappeler l'origine étymologique d'authenticité, authentique. Pour nous, ça semble être une valeur qui renvoie à l'idée de sincérité, etc. En grec, authentikos, Sartre le rappelle par exemple dans ses cahiers pour la morale. Bon, on ne va pas faire trop de philo ici aujourd'hui, mais Sartre donc rappelle que authenticité, ça vient du grec authentes, qui veut dire maître absolu. Authentikos, celui qui veut donc imposer une maîtrise absolue. D'une certaine façon, il y a donc l'expression d'une volonté de pouvoir, et c'est d'ailleurs pour cette raison dans l'ouvrage que je ferraille avec, indirectement bien entendu avec Michel Foucault là-dessus, il y a une volonté de pouvoir donc qui s'exprime à travers cette nouvelle forme d'obscurantisme. Une volonté de pouvoir qui s'exprime et des enjeux donc politiques des enjeux de pouvoir extrêmement importants. Ouais. Et vous avez évoqué l'impact aussi des réseaux sociaux. Rémi, est-ce que vous avez observé justement, quel impact avez-vous observé sur le rapport aux faits depuis, ou en tout cas avec l'apparition des réseaux sociaux dans la diffusion de faits? Je pense notamment aux politiques qui peuvent diffuser ce genre de nouvelles plus facilement. Alors là, vous parlez à quelqu'un de très jeune qui n'a pas connu l'époque d'avant les réseaux sociaux. Non, je pense que ce qui a changé de manière significative avec les réseaux sociaux, c'est que tout un chacun peut désormais produire et diffuser des contenus qui peuvent s'avérer être trompeurs ou faux. Et ces contenus peuvent devenir beaucoup plus viraux parfois que des contenus produits par des médias avec des règles de vérification, une certaine honnêteté dans le travail. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé avec l'apparition des réseaux sociaux dans les années 2000. Et dans un contexte de crise de confiance envers les sachants. Donc là, je place dans les sachants les journalistes, mais je place aussi les enseignants et puis les experts, etc. Donc il y a eu certainement un terreau fertile. Donc nous, ce qu'on voit au quotidien quand on cherche des fausses informations sur les réseaux sociaux ou quand on nous les envoie, c'est que parfois ce sont juste le voisin ou quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est pas très suivi sur les réseaux sociaux, mais qui produit ou qui diffuse une information qui, parce elle montre ce que vous cachent les médias, ce que vous cache le gouvernement, etc. Elle est un peu sexy, donc du coup on va la partager et donc ça va devenir viral. Et donc voilà, nous on arrive à ce moment-là. Donc ça, je pense qu'effectivement, avant les réseaux sociaux, il y avait des fausses informations, il y avait des rumeurs, etc. Mais elles se répandaient de manière un petit peu moins rapide.
Le cas emblématique, c'est WhatsApp. WhatsApp, pendant longtemps, vous pouviez envoyer des messages, transférer des messages à des groupes entiers en quelques clics. Et donc vous pouviez toucher des dizaines de milliers de personnes en fait très rapidement. WhatsApp a été obligé, je ne vais pas dire de bêtises, il y a 1 an ou 2, de réduire en fait la facilité, si vous voulez, à diffuser des informations. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas envoyer un même message à plus de 5 groupes différents. Sachant que dans un groupe WhatsApp, je crois qu'ils sont limités désormais à 256 personnes. Donc on tente de restreindre un petit peu la diffusion d'informations, ou en tout cas, du coup, là, en l'occurrence, ça visait la lutte contre les rumeurs, les fausses informations, sachant que dans certains pays, on se retrouve parfois avec des morts suite à la diffusion de rumeurs sur WhatsApp. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement comment vous travaillez à l'effet, parce que finalement, donc, n'importe qui peut vous envoyer une vidéo, demain, hop, mon voisin m'a donné telle vidéo en m'affirmant que le Père Noël existait. Vous recevez la vidéo et comment vous procédez ? Alors, effectivement, tout le monde ici peut nous envoyer des informations à vérifier, que ce soit des vidéos, des photos, ou même parfois juste des messages qui circulent. Il y a encore des chaînes de mails avec des messages anti-vaccins ou des choses sur Macron, etc. Donc, ça paraît de la préhistoire, mais il y a encore donc, ces chaînes de mails, donc c'est pas que les réseaux sociaux à proprement parler. Donc vous pouvez nous les envoyer. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Alors tout dépend, il y a différentes manières de vérifier des choses. Si vous nous envoyez juste un message avec dedans des chiffres, ou prenons le cas de chiffres par exemple, nous on va essayer d'aller chercher des chiffres qui font autorité. Alors après, là c'est pareil, il y a peut-être des gens qui penseront que les chiffres de l'INSEE sont trafiqués, ou que les chiffres du ministère de l'Intérieur, évidemment, ne seront pas neutres. Donc à nous après d'essayer de mettre en perspective différents chiffres, etc., de ne pas faire de ce qu'on appelle du monosource, donc de ne pas prendre que des chiffres du ministère, ou voilà. Donc le cas typique, c'est sur les manifestations, on va prendre le chiffre des syndicats, les chiffres de la police, qui souvent sont assez différents, parfois des chiffres qui sont calculés par des agences plus ou moins indépendantes. Si vous nous envoyez des photos, des vidéos, on a des moyens assez faciles de retrouver l'origine d'une photo ou d'une vidéo quand elle existe déjà, quand elle circule sur Internet. J'ai fait un atelier là pendant 1 heure avec certains d'entre vous. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas très compliquées. Et puis après, parfois, une fausse information peut prendre quelques secondes à être créée, et on peut passer des jours, nous, à la vérifier. Parce que il y a des chiffres qui sont compliqués à vérifier, parce qu'on ne retrouve pas d'où vient la vidéo, parce qu'on ne sait pas où elle a été tournée, que ça prend du temps. Donc à la fois la fausse information, elle a un potentiel de viralité qui est plus important que la vraie information. Elle circule plus rapidement parce qu'elle est sexy, parce que les réseaux sociaux ont tendance à faciliter finalement. Si vous prenez le cas de Facebook, voilà, c'est quoi le Facebook ? C'est le partage, le like, etc. Une fausse information souvent, parce qu'elle nous montre quelque chose qui est caché, etc., on va plus facilement la partager que finalement un travail journalistique peut-être plus nuancé et peut-être un peu plus chiant à lire finalement, parce que on parle à tout le monde, et parce que c'est pas aussi simple que ça. On met des choses en perspective, et donc on va pas avoir un titre en disant voilà ce qu'on vous cache, ou voilà comment ça se passe. On va mettre des choses un peu plus, on va les nuancer. Donc je sais pas si j'ai complètement répondu à la question. Je pense que oui, ça me semble clair. Je rebondis justement là-dessus, parce que vous, Alain Cambier, vous parlez de bulles de filtre pour qualifier les réseaux sociaux. Oui, enfin là, je reprends une expression qui n'est pas de moi. Simplement, les réseaux sociaux au sens... d'une part, le fait que chacun, derrière son écran ou sa tablette, etc., son smartphone, eh bien, va prétendre être capable de donner son avis qu'il croit nécessairement le bon, parce que c'est son opinion. Et effectivement, les réseaux sociaux vont permettre finalement aux propos de comptoir, en quelque sorte, de trouver une expansion, d'effectuer un saut qualitatif en nombre, et de se répandre donc dans toute la société, et de manière réticulaire.
les réseaux sociaux, c'est de cette façon-là. Bon, mais je crois que le fait même de vouloir s'exprimer uniquement par les réseaux sociaux, automatiquement, il y a cette idée que on court-circuite le dialogue de face à face. Tout dialogue de face à face implique un minimum de réserve, un respect de l'interlocuteur, etc. Et aussi, un dialogue de face à face implique aussi le partage d'un même socle transactionnel, la reconnaissance de certains axiomes élémentaires partagés, etc. Tandis que derrière son écran, eh bien, il y a une sorte de déracinement existentiel au sens où on va court-circuiter toutes ces médiations nécessaires et on va prétendre pouvoir tout dire, dire tout et n'importe quoi. Et en même temps, on va se trouver des adeptes. On va se trouver des adeptes. D'une certaine façon, les algorithmes eux-mêmes conduisent nécessairement, technologiquement, à chercher ce qui nous correspond. Et donc, alors que la recherche de la vérité consiste plutôt à toujours chercher ce qui viendrait infirmer, contredire nos hypothèses favorites, et on avance par élimination. Pour trouver une vérité scientifique, on procède, ou une vérité judiciaire, on procède par élimination des hypothèses farfelues, et donc en se soumettant à la falsifiabilité, comme dit Popper, donc Karl Popper. Mais au contraire, là, sur les réseaux sociaux, on ne trouve que d'abord ce qui nous correspond. Les algorithmes nous renvoient toujours ce qui correspond à nos centres d'intérêt, à nos opinions, à nos goûts, etc. Et en plus, on se retrouve avec les amis de Facebook qui vont penser la même chose. Et ce qui veut dire qu'il y a un effet de radicalisation qui est lié à l'usage même des réseaux sociaux. Un effet de radicalisation dans la mesure où on ne trouve plus personne qui infirme nos hypothèses ou nos croyances favorites. Et donc il y a un effet de meute. Un effet de meute qui se produit et qui est extrêmement finalement violent. Non seulement chacun va pouvoir prétendre être le nouvel oracle, mais en plus, il va trouver toute une série de complices, en quelque sorte, pour propager. Et il y a quelque chose de totalitaire là-dedans. Quelque chose de totalitaire, c'est pas par hasard si d'ailleurs c'est dans les systèmes totalitaires que les manipulations de la vérité se sont développées au XXe siècle, le système stalinien et autres, le système nazi. Mais là, c'est un système totalitaire réticulaire, et qui radicalise, qui court-circuite toutes les médiations, et donc on en arrive à, évidemment, à des clivages manichéens. Il y a eux et nous. Eux, les étrangers, nous, les Français. Eux, les élites, nous, le peuple, etc. On retrouve, à la limite, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, ce même goût pour la radicalisation et cette idée qu'il y aurait nécessairement, c'est pas par hasard, là aussi, c'est évident pour l'extrême droite, parfois aussi pour l'extrême gauche, Chantal Mouffe, c'est pas par hasard si elle se réfère à Carl Schmitt beaucoup plus qu'à Karl Marx. Donc, d'une certaine façon, il y a cette idée qu'il y aurait nécessairement des antagonismes insurmontables, ce que j'ai appelé tout à l'heure la guerre des dieux, des antagonismes insurmontables et qui nécessairement véhiculent son vecteur de violence, finalement, de violence, mais aussi d'aveuglement. Et avec donc l'apparition, on va profiter d'avoir un fact-checker avec nous, et l'apparition du fact-checking qui finalement n'est pas si récente que ça, puisque dans les années 20 déjà aux États-Unis, le fact-checking a fait son apparition, avec évidemment dans les années 2000 en France,
Oui, alors effectivement, aux États-Unis, c'est vraiment dans les années 90 qu'on a vraiment l'apparition de premiers sites de fact-checking. Il y en a un qui est assez connu qui s'appelle Snopes, je crois qu'il a été créé en 1995. Eux se concentrent principalement sur tout ce qui est un peu légendes urbaines, les hoax qui circulent sur Internet. Et puis après le 11 septembre, avec beaucoup de théories du complot, etc., il y a eu, je pense, ça a donné un petit peu d'élan à tout ça. En France, vous avez une plateforme qui s'appelait Hoaxbuster qui a été créée en l'an 2000. Mais après, les médias traditionnels se sont emparés de cette discipline. Plutôt dans la deuxième partie des années 2000, vous avez Libération qui avait créé Libé Désintox, sauf erreur, en 2008. Le Monde a créé les décodeurs en 2011, et puis l'AFP a créé donc AFP Factuel en 2017. Donc nous, on est arrivé un petit peu plus tard, parce que pendant longtemps, on pensait que s'il y avait des gens qui croyaient à tout ça, c'est peut-être ils avaient qu'à, entre guillemets, s'informer au bon endroit. Voilà, donc on est peut-être un peu redescendu de tout ça, on avait peut-être une posture, je ne sais pas si on doit la qualifier de prétentieuse ou pas, mais en tout cas, on s'est dit qu'il y avait des fausses informations, qu'elles avaient une vraie influence, parfois peut-être sur des élections, sur des choses, sur le débat public. Donc on est descendu, entre guillemets, dans l'arène, et donc voilà, il y a des journalistes, j'en fais partie, mais qui passent leur journée du coup à essayer de traquer les fausses informations. Et donc parmi les solutions évoquées, apportées, le fact-checking, est-ce que aujourd'hui, donc j'exagère volontairement, on peut qualifier le fact-checking de solution miracle à l'heure de la post-vérité? Non, surtout pas. Je vais défendre le fact-checking, mais je vais d'abord commencer en disant que c'est absolument pas la solution miracle, et ceux qui diraient ça, honnêtement, seraient des menteurs. C'est une des solutions. Je vais peut-être commencer par une critique qu'on fait souvent au fact-checking, c'est qu'en fait les gens qui lisent les articles des sites de fact-checking, ou qui en tout cas seraient abonnés aux comptes Twitter, Facebook, etc. des fact-checkers, ça voudrait dire que déjà ils savent où aller chercher peut-être de l'info vérifiée, et que du coup ils seraient moins susceptibles de gober, pardonnez-moi l'expression, mais de gober les fausses infos. Donc finalement on toucherait un public qui ne serait pas susceptible de croire ou de diffuser des fausses informations. Donc c'est une critique qui est recevable, mais on a depuis peu de temps, mais depuis 2-3 ans maintenant, un moyen en fait de toucher des gens qui sont directement concernés par les fausses informations. Il y a une 60aine de médias dans le monde, donc l'AFP en fait partie. En France, vous avez aussi Le Monde, Libération, France 24 et France Info et 20 minutes, qui font partie d'un programme de vérification qui a été créé par Facebook. Voilà, donc on mange pas dans la main de Facebook et on se tape pas dans le dos, mais on est parti du principe qu'il y a un moment où on pouvait pas ignorer les grandes plateformes, les fausses infos circulent sur ces grandes plateformes, donc on peut pas juste faire du fact-checking dans notre coin si on parle pas avec eux. Alors qu'est-ce que permet ce programme de vérification ? Il permet deux choses. Facebook nous met à disposition une base de données, en fait. Donc si vous signalez des contenus comme faux ou potentiellement faux sur Facebook, on prépare un système d'intelligence artificielle, si vous voulez, tout ça va atterrir dans une base de données, et donc nous on peut la consulter et on peut regarder en fait ce que les gens signalent comme faux sur Facebook. Donc on peut aller piocher dans cette liste. Évidemment Facebook n'a pas de droit de regard sur ce qu'on sélectionne ou sur ce qu'on aurait le droit de fact-checker ou pas. Donc on peut piocher là-dedans, donc c'est déjà un premier élément qui est intéressant. Et le deuxième élément que je trouve plus intéressant, c'est que imaginons qu'on trouve des fausses informations sur Facebook, ce qui arrive tous les jours. Donc on les vérifie, etc. On a écrit des articles pour expliquer pourquoi ils sont faux. On essaie de faire de la pédagogie, on fait une sorte de démonstration un peu mathématique. On part de la fausse information et puis on essaie de la démonter point par point, en expliquant aussi comment on a travaillé, en renvoyant vers des liens, en citant des experts. On ne cite jamais de source anonyme dans les fact-checks. Pourquoi ? Parce que qui dit opacité dit doute, dit suspicion. Donc on essaye toujours d'avoir des sources qui sont citées nommément. Et à la fin, une fois qu'on a fait l'article de fact-checking, on peut signaler sur Facebook donc des publications qu'on a estimées comme fausses, on peut les diagnostiquer, si vous voulez, comme fausses ou comme trompeuses. Et à ce moment-là, tous les gens qui ont déjà partagé l'information reçoivent une notification qui leur dit « Attention, vous avez partagé une information qui a été considérée comme fausse par l'AFP ou Le Monde ou d'autres médias ». Donc vous avez ça, vous avez aussi un filtre qui s'applique désormais devant ces publications-là, où en fait vous avez écrit en gros fausse information, et en dessous découvrez pourquoi. Si vous cliquez dessus, vous atterrissez sur le site de fact-checking de l'AFP ou Check News, donc qui est le site de fact-checking de Libération, ou sur le site des décodeurs.
Donc vous avez ça, et par ailleurs, tous les gens qui souhaiteraient quand même le partager, on va leur redire attention, c'est une fausse information. Donc, et voilà. Et par ailleurs, l'algorithme de Facebook va faire en sorte de cacher en fait cette publication. Donc Facebook ne va pas supprimer la publication. Nous, on n'en a pas non plus le pouvoir, et c'est tant mieux. On n'est pas là pour supprimer les choses. Par contre, je pense que c'est plutôt positif de pouvoir, en tout cas, mettre un avertissement sur la publication. Ça, c'est Facebook. On peut le faire avec Instagram. Après, il y a beaucoup d'autres plateformes, notamment des plateformes où s'informent les jeunes, qui sont à la base pas des plateformes d'information. Je pense à Snapchat, je pense à TikTok, mais où en fait il y a de l'information qui circule et il y a de la fausse information. Là, c'est plus compliqué pour nous d'aller la trouver, voilà. Mais si on prend le cas de Facebook, qui reste à l'heure actuelle le plus gros réseau social, il y a déjà des choses positives qui sont faites. Voilà. On peut prendre un exemple. Si vous tapez le mot vaccin sur Facebook, je vous invite à le faire dans la barre de recherche Facebook, vous verrez, théoriquement, le premier lien que vous allez avoir tout en haut, ça va être un lien qui renvoie vers le site de l'OMS. Donc, une source plutôt a priori fiable sur tout ce qui est vaccin. Alors pareil, les anti-vax vous diront que l'OMS vous ment et l'OMS est vendu au laboratoire, etc. Bon. Si vous faites la même recherche sur Instagram, en fait, Instagram va vous proposer, je l'ai fait tout à l'heure et ça m'a attristé, vous propose en fait des comptes, et la plupart sont des comptes anti-vaccins. Pourtant, Facebook et Instagram, c'est le même groupe. Voilà, donc je pense qu'il y a encore des choses qui sont là, il n'y a plus personne. Ce matin, il y avait des gens de Facebook dans la salle. Voilà, donc je ne suis pas là pour polémiquer, mais disons que je pense qu'il y a des choses qui doivent être encore améliorées sur Facebook et encore plus sur Instagram à ce sujet. Oui, justement, Alain Cambier. Donc, oui, effectivement, je crois que le retour aux faits, rétablir les faits est une condition nécessaire afin de justement juguler le délire d'interprétation. On l'a vu par exemple pour les Twin Towers, etc. Bon, à un moment donné, il faut bien évidemment établir ou rétablir les faits, puisque certains ont pu dire que peut-être ça a été commis par le Mossad, etc., qu'il y avait... Bon, c'est ça la post-vérité, c'est ça. Le problème d'un fait historique, des vérités de fait, à la différence des vérités mathématiques. Les vérités mathématiques, on peut difficilement les manipuler. Les vérités de fait historiques sont toujours des vérités donc, qui auraient pu ne pas être. Elles sont arrivées, mais elles auraient pu ne pas être. Et donc, c'est toujours entouré de circonstances. Le partisan de la post-vérité, de circonstances concrètes, plus ou moins pittoresques, plus ou moins... et donc, le partisan de la post-vérité, lui, il va jouer sur les circonstances. Il va ajouter du pittoresque au pittoresque, il va ajouter des détails, il va jouer sur les détails, donc garnir les circonstances des faits historiques, et de cette façon-là, il va ajouter du surprenant au surprenant, pour finalement maintenir l'individu qui l'écoute dans l'hébétude. Le retour aux faits, donc, est tout à fait nécessaire au sens où, on sait que c'est Atta qui avait commandé le commando pour les Twin Towers, que la plupart des membres du commando étaient saoudiens, que Ben Laden a revendiqué et qu'ils étaient en liaison avec Ben Laden, etc. Et que donc ça n'a rien à voir avec le Mossad ou ce délire d'interprétation. Umberto Eco avait écrit un ouvrage déjà bien avant sur ce qu'il appelait les limites de l'interprétation. Il faut se méfier de la paranoïa, interpréter c'est bien, mais à un moment donné, ça tombe dans le délire. Bon, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que rétablir les faits, ça n'explique pas pourquoi le partisan de la post-vérité, lui, a voulu dénier ce fait et faire croire autre chose, introduire, comme j'ai dit tout à l'heure, la discroyance vis-à-vis de cela, c'est-à-dire retrouver en amont la volonté cachée. La volonté cachée. Je prendrai deux exemples si j'ai le temps. Un exemple historique ancien, c'est la dépêche d'Ems en 1870, lorsque Bismarck manipule pour provoquer la guerre entre la France et la Prusse à l'époque, en 1870. Donc il y a eu, vous connaissez un peu l'histoire là-dessus, mais il manipule une dépêche pour que justement les Français se sentent
vexé, etc. Et la volonté cachée, c'était, il l'avait très bien dit à son état-major, il faut que nous apparaissions en situation d'agresser. Il faut que ce soit les Français qui nous déclarent la guerre. Et donc, il manipule pour la dépêche d'Ems pour vexer les Français. Il utilise, on voit les rapports d'ailleurs dans cette page de l'histoire entre le pouvoir politique et le pouvoir des journaux, puisqu'il a la mainmise sur l'agence continentale et sur le journal qui va, donc la Deutsche Allgemeine Zeitung, donc qui va répandre la nouvelle. Et on voit là justement que la volonté cachée, c'était il faut que ce soit les Français qui nous déclarent la guerre, parce que ce sera beaucoup mieux présentable pour nous, pour notre peuple, etc. De la même façon, deuxième exemple, Primo Levi, dans Si c'est un homme, dans la préface de Si c'est un homme, il explique bien que le négationnisme, il vient toujours, ce qu'il dit justement, d'un dogme informulé, d'un parti pris morbide qui va donc être affirmé en contrebande. Et donc en ce sens, il ne suffit pas d'expliquer les faits, oui, de rétablir les faits, mais il faut aussi expliquer les tenants et les aboutissants de ceux qui répandent la post-vérité. Et en ce sens, donc, ce que dit Primo Levi, ce que veut montrer finalement, ce qu'on découvre avec le négationnisme, c'est que le négationnisme est toujours un affirmationnisme déguisé. C'est-à-dire, on veut amoindrir, donc minimiser la réalité des crimes, donc pour justifier l'idéologie qui a conduit à ces crimes. Que ce soit par exemple à propos de la Shoah, que ce soit à propos de l'attentat des frères Kouachi en France, etc. On va amoindrir, on va introduire la discroyance, le doute, en disant oui, la voiture n'avait pas tout à fait la même couleur, il y a une manipulation des services secrets, etc. Mais en réalité, tout cela pour finalement maintenir, justifier l'idéologie qui a conduit la religieuse, qui a conduit les frères Kouachi à commettre ces crimes. Donc le négationnisme est en fait un affirmationnisme qui ne veut pas dire son nom, et c'est ce que Primo Levi appelait justement le parti pris morbide, le dogme informulé, le dogme caché qui est derrière. Et alors d'après vous, quelles seraient les solutions pour protéger la vérité ? Pour protéger la vérité, eh bien, d'abord, j'avais dans l'ouvrage, j'essaye d'esquisser des conditions de véridicité, et je dis il y a 3 éléments. D'abord, toujours faire en sorte que les discours tenus soient en relation avec les faits, des faits objectivement établis. Ensuite, donc, faire appel à des instances tierces, et donc à des autorités au sens non pas autoritaire, mais pour éventuellement vérifier aussi ce qui est dit par l'un ou l'autre. Ça peut être le dictionnaire tout simplement, quand c'est une question de mots, mais ça peut être aussi le recours à des experts, ça peut être le recours donc à des institutions, oui. Et puis, troisièmement, il faut nécessairement qu'il y ait le partage comme j'ai dit tout à l'heure, donc d'un même socle transactionnel, sans quoi il n'y a pas de véridicité possible, de dialogue fructueux ou de dialogue productif possible. Le partage d'axiomes communs, chacun peut savoir que, par exemple, le racisme ou la torture, etc., sont condamnables, etc. Et il y a donc une série, ce que Ricoeur appelait justement des universaux incoatifs ou potentiels. Dans toute culture humaine, et même entre les cultures, il y a des axiomes communs. Il y a
donc des topoi, des lieux communs, des axiomes communs que l'on peut partager et qui sont la condition pour justement un dialogue fructueux et productif. Mais s'il n'y a pas cet arrière-plan, eh bien, effectivement, les dérives sont des dérives de radicalisation et de remise en question du monde que l'on partage en commun. Alors, le temps tourne, mais pour conclure, avant de passer à quelques questions, je vais me faire l'avocat du diable et voilà, je vais vous demander si la post-vérité, en fait, n'est pas bénéfique pour la démocratie. Est-ce que finalement, les partisans de la post-vérité ne redynamisent-ils pas le débat démocratique? Alors, Rémi Banet, d'abord, je ne sais pas... Alors, je ne suis pas sûr d'avoir parfaitement compris la question, mais si la question c'est de savoir si finalement cette ère de la post-vérité et le fait que peut-être du coup ça amène les gens à douter peut-être de tout, genre je ne sais pas si je l'interprète comme ça. Finalement, ça donne aussi la parole à des gens qui n'y avaient pas forcément accès. On pourrait, voilà, c'est pas forcément mon avis, mais en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas parler de démocratisation de la parole à l'ère de la post-vérité? Alors moi je suis pour donner la parole effectivement à tout le monde. Après effectivement c'est toujours délicat si ce matin quelqu'un prenait l'exemple de l'adolescent de 12 ans qui vous explique que la Terre est plate et qui va faire plus de vues sur Facebook que le chercheur de la NASA. Effectivement, bon, je veux bien lui donner la parole, mais c'est vrai qu'après c'est toujours embêtant. Voilà, donc après je pense qu'il y a des anticorps que la société développe aussi, et avec l'éducation aux médias, les gens maintenant apprennent aussi peut-être à être plus critiques sur ce qu'ils peuvent voir, etc. Donc je pense que je ne suis pas en train de répondre à la question, mais je pense qu'il y a des choses, peut-être ça oblige finalement la société à se prémunir contre les fausses informations, contre tout ça. Et donc peut-être que finalement à terme ce sera positif. Si dans 30 ans, voilà, les gens ne se feront plus avoir par des photos sorties de leur contexte, par des théories peut-être un peu fumeuses qu'on peut rapidement démystifier, etc. Mais... Oui, et vous, Alain Cambier, est-ce que finalement on diabolise cette époque ou pas? Voilà, est-ce que la post-vérité... Je ne crois pas que ça vient redynamiser la démocratie, et au contraire, c'est le symptôme de la crise de la démocratie plutôt. C'est le symptôme de la crise de la démocratie. D'abord, démocratisation, attention, ne confondons pas démocratisation et massification. On parle de démocratisation de la parole, parfois ce n'est que la massification de la parole, tout comme on parle de démocratisation de l'enseignement, alors que parfois ce n'est que la massification. Bon, passons. Mais toujours est-il que la démocratie, c'est pas le règne du populisme, je regrette. Et c'est pas seulement le problème du sans grade qui aurait la parole. Donald Trump, il se communique à l'aide de tweets qui sont compulsifs, et c'est pas quelqu'un qui fait partie donc des gilets jaunes, etc. Donc ça n'a rien à voir. Mais il y a finalement des traits communs qui se retrouvent et qui sont le symptôme de la crise de la démocratie. Donc, et cette tendance du passage à la démocrature. Donc, à mon avis, justement, il me semble que la démocratie, ce n'est pas le marché des opinions. Ce n'est pas le marché des opinions. Ça n'a rien à voir avec les marchés des opinions. La démocratie, nécessairement, implique des règles, implique des lois, des institutions. Dans le film des frères Cohen, Big Lebowski, eh bien, il y a un des personnages qui dit on n'est pas au Vietnam ici, on est au bowling et il y a des règles. Eh bien, de la même façon, on pourrait dire qu'en démocratie, c'est pas l'oclocratie, c'est pas l'anarchie, et il y a des règles. Il y a des règles qui permettent le respect de chacun, donc, et ne pas... prenons un exemple typique, ce qu'on appelle l'espace d'Overton. Eh bien, l'espace d'Overton, c'est l'espace public, de la parole publique. Eh bien,
aujourd'hui, il y a deux risques possibles. Ou bien on ferme trop la fenêtre d'Overton, la fenêtre de l'espace public, et il n'y aurait plus qu'un discours qui serait le discours politiquement correct, et cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule solution, et donc ce n'est pas la démocratie, c'est le syndrome Tina de Margaret Thatcher, etc. Mais à l'inverse, aujourd'hui, le risque, c'est aussi le risque inverse, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y aurait pas de limite dans la parole publique, que donc tout propos serait légitime. Et c'est ce que l'on voit aujourd'hui sur CNews avec Éric Zemmour, c'est ce que l'on voit sur LCI avec Julie Graziani, etc. C'est-à-dire cette idée qu'on va tenir les propos les plus provocateurs, donc on élargit la fenêtre d'Overton, la fenêtre de l'espace public, cette idée qu'on pourrait tout dire. Ah oui, il faut nous laisser tout dire, sinon on a l'impression qu'on ne peut plus rien dire. Non. Sauf que, justement, c'est une stratégie qui permet finalement à faire passer les opinions qui étaient initialement à la limite de la fenêtre d'Overton, à la fenêtre de l'espace public, du discours public, de les faire passer comme étant acceptables. C'est-à-dire, on fait s'exprimer des opinions, des contre-vérités sur le grand remplacement, etc., par Éric Zemmour, et puis après on entend, par exemple, Marine Le Pen, et Marine Le Pen, ses propos apparaissent finalement, entre guillemets, raisonnables par rapport à Éric Zemmour, ou bien par rapport à Julie Graziani. Donc voilà le danger aujourd'hui de faire croire que la démocratie, c'est la possibilité de tout dire, donc, puisque à ce jeu-là, eh bien, Marion Maréchal Le Pen disait par exemple que l'enjeu, c'est une bataille culturelle. Ben oui, il faut faire très attention, justement. Le problème, c'est que en laissant parler donc les opinions les plus viscérales, finalement, ça permet de normaliser indirectement des propos qui jusqu'alors paraissaient à la limite de l'acceptable et qui vont apparaître maintenant raisonnables. Finalement, ce que dit donc sa tante, c'est peut-être acceptable, hein, etc. Par rapport Donc, je crois qu'il faut faire très attention. La démocratie, ce n'est pas le marché des opinions. Tout marché, d'ailleurs, présente toujours des défaillances lorsqu'il n'est pas régulé, des externalités négatives. Et donc, le marché des opinions aussi ne pourrait qu'entraîner des externalités négatives, c'est-à-dire des dérives qui se retournent contre la démocratie. C'est pour cette raison que, pour moi, c'est plutôt le symptôme de la crise de la démocratie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'autorise 1 minute supplémentaire, me dit-on? Alors, pour une ou deux questions, éventuellement. Oui. Je viens de te donner le micro, pardon. Moi, il y a un certain nombre d'éléments qui m'ont questionné dans vos propos, Monsieur Cambier. Sur notamment la question des réseaux sociaux et de la question de l'organisation collective et de la démocratie, où on a quand même des exemples de l'usage des réseaux sociaux comme moyen et vecteur d'organisation collective. Je pense par exemple à Nuit debout, aux Gilets jaunes, ou alors on parlait aussi de l'usage des réseaux sociaux au printemps arabe notamment. Et je pense que du coup, ça peut être également un moyen, un outil, en tout cas, qui permet le débat collectif. Et par ailleurs, du coup, redonner aussi une place du débat, et quand vous parlez, alors j'ai pas, mais de la question du face-à-face, parce que justement, ça permet de s'organiser collectivement, ou des instances démocratiques qui peuvent paraître à tout à chacun en tant que citoyen lointains. Et quand vous parlez du coup il faut des règles, ben, du coup c'est le principe à mon avis du coup de notre fonctionnement démocratique, et à ce moment-là ces règles elles doivent être définies collectivement,
et débattu collectivement. Et les agoras, après, je ne suis pas forcément une pro de Nuit debout, mais du coup a permis à un moment donné d'expérimenter des choses qui, à mon avis, peuvent aussi être intéressants. Et deuxième point, et je fais très court, j'ai compris, sur la question du coup du lien avec la méthode scientifique. Alors du coup, je ne l'ai pas lu, mais moi, je sens aussi que du coup, par exemple, Descartes, quand il parlait du coup de la méthode scientifique, il y avait quand même à un moment donné une réflexion à avoir sur la capacité dans le monde sensible de pouvoir ou pas l'appliquer en dehors du coup de la physique, de la mathématique. Et donc à partir de là, je me dis que du coup il y a peut-être quelque chose à faire sur les sciences sociales, sur de la médiation scientifique, pour qu'on ne soit pas justement les experts où les citoyens devraient avoir à faire appel à des experts pour qu'on leur dise comment ils devraient pas ou pas penser tel ou tel sujet, et plutôt du coup à apprendre à créer collectivement un peu du coup sous forme de méthode scientifique des vérités. Oui, je suis... Oui, en particulier sur la fin, je suis tout à fait d'accord que, en particulier les sciences sociales, etc., ont aussi intérêt à faire participer les citoyens, etc. Je suis d'accord là-dessus. Et d'ailleurs, Michel Calon, Lascaux et Barthes ont très bien écrit là-dessus le recours aux experts profanes et cette mise en relation, ce dialogue entre les sachants, entre guillemets, et les experts profanes, c'est-à-dire les citoyens lambda, en particulier sur les questions d'environnement, les questions de société, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En revanche, c'est vrai aussi que les TIC font partie, c'est l'élément sociotechnique incontournable, et j'abonderai dans votre sens pour dire que effectivement, ils peuvent servir aux vigies éthiques, ils peuvent servir à donner des alertes, etc. Je suis d'accord là-dessus. Maintenant, est-ce qu'ils ont permis de s'organiser pour les Gilets jaunes? Moi, ça me laisse perplexe. Disons que sur le phénomène des Gilets jaunes, il y a à la fois l'émergence de quelque chose de radicalement nouveau, mais il faudrait aussi se demander, c'est peut-être un peu brutal, mais si Poujade aujourd'hui n'aurait pas mis un gilet jaune. Donc le poujadisme a bien existé aussi à l'époque de révolte des classes moyennes inférieures, etc. C'est pas nécessairement toujours progressiste. Mais surtout, vous avez parlé d'organisation, je regrette, mais il y a un problème quand même. Est-ce que le phénomène des Gilets jaunes, est-ce que les réseaux sociaux leur ont permis de s'organiser? Non, je regrette. Et il y a des chapelles entre eux, il y a une violence, une virulence des propos entre eux, au point même, il y a aussi un antiféminisme. Lorsqu'il y a eu une porte-parole qui a prétendu vouloir se présenter aux élections européennes, etc. Donc, désolé, mais je crois qu'il faut... je ne nie pas que le phénomène soit une réponse à un problème réel, objectif dans la société française, et peut-être pas seulement dans la société française d'ailleurs, mais d'un autre côté... Je ne pense pas que les réseaux sociaux aient permis véritablement de clarifier et d'organiser. Il n'y a pas eu finalement de consensus sur les revendications principales. Il y a eu quand même des discordes et et en même temps il y a un refus de toute représentation qui ça peut sembler qui m'inquiète un peu, parce que c'est pas parce qu'on porte un gilet jaune que pour autant il y a une homogénéité
des personnes qui le revêtent. Hein. Donc il y a bien des amalgames possibles et finalement qui recouvrent des contradictions internes, etc. Je ne pense pas que les réseaux sociaux, là, ont permis véritablement une organisation du phénomène en tant que tel et ont conduit finalement à l'établissement de revendications claires, partagées par tous les gilets jaunes et même à leur capacité à se reconnaître dans certains représentants. Il y a des chapelles, il y a des... Donc, à mon avis, ça n'a pas... Enfin, il n'y a pas de... Ne me faites pas croire qu'il y a une conscience de classe, quoi. Hein, et là-dedans. Hein, donc, il faut faire attention. Et donc, au sens où... ils peuvent émerger un renouveau, une dynamique nouvelle dans la façon de revendiquer, une transformation sociétale. Ça peut être effectivement une transformation sociétale dans la façon de revendiquer, mais en même temps, ça peut être aussi, il peut y avoir des phénomènes de régression poujadistes ou anarcho-syndicalistes, etc., qui aussi peuvent exprimer... enfin, l'anarchisme, je le rappelle, il peut être aussi d'extrême gauche ou d'extrême droite. Hein, donc, voilà. L'anarchisme aux États-Unis, il est d'extrême droite la plupart du temps. Hein, donc... Merci, ça marche, oui, ça marche. Merci beaucoup. On est un peu pris par le temps, malheureusement, mais voilà, j'espère en tout cas que cette conférence aura permis de faire avancer le débat ou au moins d'éclaircir ce terme de post-vérité. Merci à Alain Cambier et Rémi Banet, voilà, pour leur éclairage. Merci. Merci à vous.